Sébastien Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant américain des cahiers Bernard Lazare, spécialiste des relations entre les États-Unis et Israël. La vice-présidente américaine Kamala Harris a reproché hier à Israël de ne pas en faire assez pour atténuer, je cite, la catastrophe humanitaire à Gaza. C'est la première fois qu'un représentant américain tient des propos aussi ouvertement critiques envers l'État d'Israël. Comment comprendre cette prise de parole? Est-ce que c'est le signe d'une crispation des relations entre Washington et Jérusalem? En tout cas, c'est le signe d'un profond agacement, c'est le signe d'un profond trouble après ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé le week-end dernier, avec le drame humanitaire qui s'est déroulé lors de la distribution d'aide humanitaire. Et c'est le signe d'une impatience grandissante, je dirais moins d'une critique d'Israël envers des États-Unis envers Israël, plutôt de l'administration Biden envers le gouvernement Netanyahou, une grande impatience devant l'absence en fait d'acceptation de la part du gouvernement Netanyahou d'écouter les conseils aujourd'hui du gouvernement américain. Donc oui, il y a une certaine impatience et une exaspération. Je voudrais ajouter un point qui me paraît très important. Ces propos de Kamala Harris, ils ont été tenus dans un endroit extrêmement significatif, extrêmement symbolique. Ils ont été tenus à Selma, qui est un lieu très emblématique en fait des droits civiques pour les démocrates. Aujourd'hui, énormément de militants des droits de l'homme, des militants libéraux aux États-Unis sont troublés par la politique israélienne, par les 30 000, ou c'est pas exactement le bilan, mais en tout cas par le bilan humanitaire dans la bande de Gaza. Et je pense qu'il faut voir ça sous un prisme à la fois diplomatique, d'agacement envers Netanyahou, mais il y a aussi une dimension de politique intérieure très importante, et ça n'est pas par hasard que ce soit Kamala Harris en fait qui ait tenu ces propos. Vous avez en fait un peu une répartition des rôles aux États-Unis dans la campagne, avec Kamala Harris qui essaye de parler un peu plus aux militants un peu plus progressistes que Joe Biden. Donc je pense que si on mélange tous ces éléments-là, je pense qu'on a une explication de ce qui s'est passé des propos de Kamala Harris. Alors, en effet, je voulais, ma prochaine question, porte sur justement Kamala Harris a tenu ses propos au lendemain d'un mouvement de foule à Gaza qui a fait plusieurs morts lors d'un acheminement, d'aide humanitaire en fin de semaine dernière. Est-ce que c'est cet événement qui a poussé la vice-présidente à tenir, ce genre de propos, devant cette foule? Je pense que ça a joué un rôle, ça a un rôle à jouer énorme. On sait que les Américains, depuis quelque temps, poussent assez fortement pour un cessez-le-feu temporaire. C'est important de savoir que Kamala Harris a appelé un cessez-le-feu de 6 semaines, pas un cessez-le-feu permanent, mais un cessez-le-feu de 6 semaines qui permettent une négociation pour la libération des otages. C'est aussi important de rappeler que dans ses propos, elle a eu des propos très très durs contre le Hamas. Donc je pense que c'est important aussi de remettre Mmh. ça dans le contexte. Oui, je pense que ça a été un élément qui a beaucoup tourné en fait sur les chaînes de télévision américaines. Ça a traumatisé quand vous mettez bout à bout le bilan assez effroyable, quand vous mettez bout à bout le thème de la famine, quand vous mettez bout à bout, quand vous ajoutez à ça le fait que le gouvernement Biden est extrêmement frustré par les réticences, en tout cas par certains blocages, mais par le gouvernement Netanyahou à acheminer l'aide humanitaire. Oui, le gouvernement Biden s'est senti obligé, tenu par rapport à cet événement de réagir. Et il l'a fait dans un cadre également de la visite de Gantz aux États-Unis, qui a rendu visite à Kamala Harris. C'est aussi une pierre jetée dans le coin de Netanyahou. Donc c'est aussi une critique très très forte envers Netanyahou qui a été mise à cette occasion. Oui, on a vu en effet un sondage qui a été publié aujourd'hui qui montre une diminution, du soutien, de la population américaine, avec la politique de l'administration Biden. Et en fait, on comprend bien que l'acheminement de l'aide humanitaire est au cœur de la préoccupation non seulement, des États-Unis, mais aussi de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut imaginer que la vice-présidente s'adresse là à une partie de l'électorat de Joe Biden en campagne qui se montre de plus en plus critique envers Israël? Complètement, complètement, vous avez raison. Il faut savoir que Joe Biden et par là même Kamala Harris ont engagé un gros capital, une grande partie de leur capital politique en défendant Israël mordicus depuis le 7 octobre. Les États-Unis ont été, enfin, les États-Unis de Joe Biden ont été absolument admirables en fait dans leur soutien à Israël, parfois même sous le feu de critiques de certains parlementaires américains démocrates en disant que le soutien était un petit peu trop marqué. Et c'est vrai que ça a conduit certains électeurs démocrates à manifester leur colère. Ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, mais il s'est passé quelque chose de très important. Joe Biden est le candidat naturel des démocrates, mais il y Mmh. a quand même une primaire pour la forme qui a eu lieu dans le Michigan. Le Michigan, c'est l'État où vous avez le plus d'Arabes en Mmh. proportion de la population des États américains. Vous avez 500 000 Arabes américains. Il faut savoir que Joe Biden a emporté l'État en 2020 de 80 000 voix. Donc c'était un bloc électoral qui compte énormément.
Vous avez eu Joe Biden qui a largement remporté la primaire. En revanche, vous avez eu 100 000 électeurs démocrates qui ont mis un bulletin de vote uncommitted, c'est-à-dire en gros Oui. un vote blanc. Et donc, c'est clairement pour manifester leur désaccord, et c'est une espèce de pression mise en fait envers Biden. Donc, oui, on peut aussi voir, je dirais, la réaction de Kamala Harris à l'aune de ce qui s'est passé dans le Michigan la semaine dernière. Le Michigan étant un État que Biden et Kamala Harris ne peuvent pas se permettre de perdre en 2024. Et est-ce que, du coup, cette situation ne va certainement pas aller en s'améliorant, j'imagine? En fait, ça va aussi dépendre évidemment de la réaction du gouvernement Netanyahou. Mmh. Il est évident que le gouvernement Netanyahou, poussé par son extrême droite, il est évident qu'il a un agenda politique qui est totalement opposé à celui de Joe Biden. Joe Biden veut aujourd'hui un règlement politique, ou en tous les cas un apaisement de la situation. Netanyahou, contre ça, en fait, il n'y a pas vraiment intérêt pour des histoires de politique intérieure, et j'irai même plus loin. On peut imaginer que finalement Netanyahou ne serait pas mécontent de voir Joe Biden battu en novembre, et si une partie de sa politique peut contribuer à le faire battre, Mmh. il ne serait pas contre. J'ajouterai une chose, finalement, chacun a besoin de l'autre comme ennemi. Aujourd'hui, Joe Biden, et ça ne me surprendrait pas qu'il commence à taper un peu plus dur directement contre Netanyahou, parce que ça peut l'aider aussi politiquement, et en plus, ça va avec ce qu'il pense profondément de Netanyahou, au-delà de son affection pour Israël. Et de l'autre côté, Netanyahou a tout intérêt à aller au conflit, en fait, aller au clash avec Joe Biden. Pourquoi? Parce que Mmh. ça ressoude sa coalition, ça ressoude ses liens avec son gouvernement. Et donc, je dirais que vous avez aujourd'hui des alliés objectifs. Les deux ont intérêt au clash, et on devrait assister de plus en plus à des escarmouches dans les prochaines semaines. Alors, je voudrais, maintenant, qu'on revienne sur, la réponse, de Tsahal par rapport à ses critiques, sur des convois humanitaires qui suggèrent d'assurer la sécurité, des convois humanitaires par les forces de Tsahal plutôt que par des gardes locaux. Est-ce que cela pourrait changer la dynamique de l'aide humanitaire à Gaza? Est-ce que c'est une solution viable? Bon, alors moi, je ne suis pas du tout expert de ces sujets-là, mais il faut bien savoir qu'à partir du moment où Tsahal, en fait, prend la responsabilité de l'acheminement de l'aide humanitaire, alors ça va de pair avec, évidemment, une responsabilité Mmh, qui sera de plus en plus forte auprès des États-Unis. C'est-à-dire que si vous avez des incidents similaires dans le futur, alors que Tsahal, en fait, prend la mmh. responsabilité, eh bien, donc, il faudra pas s'étonner demain que le gouvernement américain soit de plus en plus dur, en fait, avec Tzal et avec Israël si quelque chose se passe mal. Vous savez, il y a un proverbe aux États-Unis qui est if you break it, you own it. C'est-à-dire, si vous êtes dans un Mmh, magasin, vous cassez quelque chose, ça devient à vous, et donc vous le payez pour ça. mmh. À partir du moment où Israël prend la responsabilité, eh bien, en fait, évidemment, il sera tenu par le gouvernement américain, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais encore plus demain. Donc, c'est évidemment dangereux, je dirais, pour le gouvernement israélien, pardon, de prendre cette responsabilité. C'est ce qui explique que jusqu'à assez récemment, finalement, les autorités israéliennes étaient plutôt contents de pouvoir compter sur l'UNRWA de façon Mmh. à acheminer l'aide pour justement ne pas avoir à gérer cette partie-là. Alors, vous avez également évoqué le fait que ça pouvait être une manœuvre politique de la part de Benyamin Netanyahou d'antagoniser finalement sa relation avec les États-Unis, son plus proche allié. En ce moment, il y a Benny Gantz qui est en voyage à Washington. Netanyahou a fait savoir, également, qu'il était plutôt mécontent, que son ministre, aille à Washington. Et comment cette visite peut-elle influencer la position des États-Unis dans le conflit actuel entre Israël et le Hamas? Comment comprendre cette visite? Alors, moi, à titre personnel, moi, je l'ai interprété de la façon suivante. En 2015, Benjamin Netanyahu était allé au Congrès des États-Unis, qui était tenu par les républicains à l'époque, sans en parler à Obama. Il était allé Mmh, parler directement au Congrès républicain contre Obama, en tous les cas sans lui en parler. Pourquoi? Pour aller en fait dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien qui était sur le point d'être voté par le Congrès. mmh, Ça avait été en fait l'occasion d'une crise assez grave entre le gouvernement américain et le gouvernement israélien parce que ça ne se faisait pas d'une certaine façon. On peut imaginer que Joe Biden n'est pas mécontent de faire une mauvaise manière qui n'est pas du niveau de ce que Netanyahu avait fait pour en fait jouer Gantz contre Netanyahou et mmh. pour clairement réaffirmer son soutien à Israël, mais qui serait une défiance de plus en plus affirmée envers Netanyahou. Je pense que ça a été le positionnement de Biden depuis le début de cette crise et bien avant. Il défend Israël, mais il est contre Netanyahou. C'était déjà le cas d'ailleurs pendant les manifestations contre la réforme judiciaire. Donc, c'est enfoncer un coin entre Gantz
et Netanyahou, c'est aussi une façon de parler directement ou indirectement plutôt à l'opinion israélienne, de dire voilà, je continue de vous soutenir, mais la ligne que je soutiens est beaucoup plus celle de Gantz plutôt qu'un Netanyahou qui est dans la main des Mmh. extrémistes Ben Gvir et Smotrich. Je pense qu'il faut aussi le voir sous cet angle-là. Et en parallèle, Amos Hochstein, émissaire de la Maison Blanche, est en visite au Liban et en Israël et en fait plus pour, heu, dans le cadre d'un lissage des relations, enfin d'un désembrasement de la région par rapport plutôt au front nord Mhm. avec le Liban. Il a déclaré qu'un cessez-le-feu temporaire ne suffisait pas. Doit-on anticiper des impacts de ces déclarations-là sur les négociations sur, l'accord sur la libération des otages au Caire? Alors, là encore, je préfère avouer, je dirais que je ne suis pas non plus vraiment dans les arcanes de ce qui se passe. Ce qui est évident, c'est que les États-Unis veulent la désescalade. Et les D'accord. États-Unis ne veulent en aucun cas que l'apaisement du front sud, ensuite, à l'apaisement du front sud succède un embrasement sur le front nord et en fait d'une guerre régionale. Les États-Unis veulent affaiblir l'Iran, mais ils ne veulent pas rentrer en guerre directement avec l'Iran ou ses proxys comme le Hezbollah. Donc les États-Unis veulent un apaisement de la région, et c'est la raison pour laquelle ils envoient leurs émissaires à la fois Mmh. pour gérer la question de Gaza, mais aussi pour gérer la question du Nord. Donc c'est voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment aujourd'hui le but des États-Unis, et c'est la raison pour laquelle aussi récemment ils ont parlé d'une initiative, ce qu'on a appelé la doctrine Biden. Pour eux, il s'agit de sortir entre guillemets par le haut de cette catastrophe qui a été le 7 octobre et la guerre depuis, avec une initiative régionale. Ça veut dire initiative régionale, il ne s'agit pas d'être demain encombré par une nouvelle guerre sur le front nord, il Mmh. s'agit d'affaiblir l'Iran, non pas par des bombardements du Hezbollah, mais par une initiative diplomatique qui mettrait les pays arabes modérés, la paix avec l'Arabie saoudite. C'est ça la vision de Biden, ça n'est pas la guerre, et surtout pas la guerre dans une année électorale qui pourrait être une catastrophe pour lui. Sébastien Lévy, je rappelle que vous êtes correspondant américain des cahiers Bernard Lazare, spécialiste des relations, États-Unis-Israël. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci.